Alors, on va poursuivre cet après-midi par une présentation de Gilles Borelli, qui est là en présentiel avec nous, qui est venu spécialement de Marseille pour vous présenter son travail. Donc, Gilles est cofondateur de l'entreprise Neural Up. Et donc, ils ont créé des dispositifs de relaxation rapide. Et j'ai eu la chance qu'ils me prêtent leur dispositif pour pouvoir l'essayer sur des volontaires sains. Et on avait fait une étude du coup des effets de ce dispositif et comparé à d'autres dispositifs et à un contrôle, mais il va vous raconter tout ça. Alors c'est une étude pilote, hein, on n'a fait que 10 par groupe, donc c'est vraiment très préliminaire. Mais déjà rien qu'avec ce petit groupe de volontaires, on a pu montrer des effets visibles vraiment de relaxation, d'effets relaxants de ce dispositif. Et c'est des dispositifs vraiment simples parce qu'il suffit d'avoir un casque audio et ça aide vraiment à la relaxation. Donc voilà, je vais le laisser présenter. Merci pour l'invitation. C'est nous d'abord qui te remercions d'avoir bien voulu intégrer dans ton étude Neural Up. Alors, toute petite rectification, la société s'appelle iCare Sciences et c'est le produit qui s'appelle Neural Up. Alors, le titre, c'est son spatialisé, neurorelaxant avec effet relaxant et anti-stress. On aurait pu très bien appeler cette intervention dans la tête d'un chercheur. Alors, je suis tout seul dans ma tête, je vous rassure. En tout cas, j'espère. L'idée, c'est de vous raconter en fait la réflexion qui s'est menée à moi, parce que je ne suis pas que chercheur, j'ai d'autres tares également. Je suis ancien sportif de haut niveau. Et alors, cette dualité était très dure à porter parce que sur un terrain de sport, j'étais l'intellectuel et dans un labo, j'étais le sportif. Vous voyez tout ce que ça peut générer comme tare. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était d'améliorer à la fois mes performances en tant que sportif, si je voulais en faire mon métier. Ça a été mon métier pendant plusieurs années, avec la chance d'avoir un directeur de thèse qui me laisse relativement libre parce que passionné de sport. Et donc, j'ai pu faire ma carrière pendant plus de 10 ans à travers la France, le monde, les championnats du monde, les championnats d'Europe. Et j'ai eu la chance de travailler mon doctorat sur l'oreille interne. Donc, une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Et pour moi, j'en ai parlé un petit peu ce matin dans une intervention, et puis c'est un petit peu ce qui a été dit tout au cours de la journée. On parle de l'homme et on a parlé de multisensorialité. Oui, l'homme, c'est un multirécepteur. Récepteur à tous les organes des sens, donc les 5 sens que l'on connaît, qui sont les 5 sens essentiels. La vue en priorité, bien entendu, hein, sur laquelle on fait une absolue confiance, mais il ne faut pas. L'ouïe, qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment. Puis le goût, le toucher. On parle de temps en temps de 6e sens. Alors pas au sens ésotérique du terme, hein, mais il y en a un qu'on a décrit juste avant. C'est le sens de l'équilibre, de la proprioception, qui fait entièrement partie de l'oreille interne. Alors, je suis désolé, on va faire un tout petit peu d'histoire. La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, et au bout de 3,6 milliards d'années, on a eu les premières cellules qui sont apparues sur Terre, unicellulaires, sans noyau. La vie a évolué au cours de ces milliards d'années pour arriver jusqu'à nous, à vous, présents ici. Et au cours de cette évolution, vous voyez que l'oreille interne, hein, donc l'oreille interne qui est là au départ, ne ressemble pas vraiment à l'organe qu'on a aujourd'hui présent chez l'homme ou ces différents animaux. Elle a évolué notamment avec une différenciation extrêmement forte. Vous voyez apparaître ici des petits canaux, ces petits éléments qu'on appelle les canaux semi-circulaires, qu'on a appelé également le labyrinthe parce que c'est extrêmement complexe et qui permettent de donner le premier niveau d'information sensorielle sur l'équilibre. Et puis, en particularité chez les êtres évolués, on a ce petit sac qui s'est différencié et qui est devenu ce qu'on appelle la cochlée et qui permet donc l'audition. Donc d'un point de vue purement phylogénétique et évolutif, l'équilibre et l'audition sont reliés dans le même organe, l'organe interne, l'oreille interne, et ils vont évoluer tout au long de milliards d'années pour se différencier et donner 2 sens différents, un qui va être l'audition et un autre qui est l'équilibre. Mais vous voyez que finalement, ça vient du même organe. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. C'est que je vais me servir de cette dualité dans ma technologie. Alors, je vous présente l'oreille interne, hein, que vous avez vu maintenant depuis environ 8 heures, hein, toute la journée. On retrouve le pavillon extérieur. Donc, mon oreille qui est là, celle avec en fait on n'entend pas, hein, c'est juste une parabole, un récepteur qui va focaliser le son qui est une onde acoustique.
donc mécaniques, qui consistent à des pressions de l'air, hein, simplement. On va être ensuite dirigé par le conduit auditif jusqu'à la zone du tympan, puis les osselets, l'étrier, le marteau dont on vient de parler également. Alors ça, c'est pas mon métier, hein, ça c'est vraiment les acousticiens. Mais moi, j'arrive en fait à ce niveau-là. On va retrouver ici donc la cochlée, hein, l'espèce d'escargot qui est là, et puis le système des canaux semi-circulaires ici, qui permet l'équilibre. Et tout ça, eh bien, c'est relié par le nerf auditif et le nerf cochléaire, qui va permettre de transférer l'information. Alors quand on parle d'information, il est très clair qu'on entend le son, on voit des images, mais ce ne sont que des stimuli. Un stimuli, c'est une stimulation extérieure, une stimulation du monde extérieur que l'on va introduire dans le corps humain grâce à des récepteurs, l'oreille, les yeux, mais ce n'est pas ce que le cerveau voit, et ce n'est pas ce que le cerveau entend. Le système nerveux, c'est un système électrique, c'est un câblage électrique, et qui envoie un petit peu comme un ordinateur que des 1 et des 0. Et votre cerveau va fabriquer une image et va fabriquer un son. Pour revenir à la question que vous avez posée, est-ce qu'on entend tous pareil? Non, on entend tous pareil. On n'entend pas tous pareil, mais on entend la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On interprète ce que l'on entend, on interprète ce que l'on voit. Votre cerveau, c'est une zone d'intégration et d'analyse des données. Et tous vos récepteurs, tous vos capteurs donnent des informations à votre cerveau, et donc, en fonction de notre expérience, de notre émotion, de notre émotivité, de l'alcool, de drogue éventuellement, on va modifier la perception de notre environnement. Oui, l'alcool en général, pour gérer le stress, ça marche très très bien. Alors, quand on s'intéresse ici précisément à l'oreille interne, on va retrouver spécifiquement donc, la cochlée, hein, qui est l'organe de l'audition, et ici les canaux semi-circulaires. Alors d'un point de vue purement dynamique, dans les canaux semi-circulaires, en fait, vous avez un liquide qu'on appelle l'endolymphe, et qui va permettre de repérer l'homme dans son espace, dans son environnement. Un petit peu comme un GPS, ça vous donne les coordonnées en 3 dimensions. Eh bien, les canaux semi-circulaires qui sont répartis dans les 3 plans de l'espace, effectivement, vous donnent vos coordonnées dans l'espace. Ça vous permet de se repérer dans l'espace. Ce n'est pas suffisant parce qu'on a aussi des déplacements en termes d'accélération. Alors ça va être le rôle ici des otolithes ou des autoconies, hein, qui sont des petits cailloux, des petites concrétions calcaires dans l'oreille interne, qui vont enregistrer les mouvements et qui vont donner donc, les sensations d'accélération. Donc on a la rotation, l'accélération, on a en fait tous les placements qui sont enregistrés au niveau ici de la zone vestibulaire et qui sont également sur le même organe avec l'audition. Et donc finalement, on va pouvoir, nous, grâce à notre technologie, utiliser en fait ces 2 capteurs de sens pour générer un influx nerveux qui va être véhiculé jusqu'au cerveau et que vous allez interpréter. Alors en fait, moi, quand j'étais sportif, j'étais comme tout le monde, hein, j'avais des très hauts, puis j'avais des très bas. Alors quand j'étais pas très bien, mon directeur de thèse me disait tu peux te reposer, prends 3 jours, ce qui était déjà très agréable. Et sur un terrain, mon entraîneur me disait à peu près la même chose, va te reposer sur le banc. Et ça, c'est quand même beaucoup plus problématique quand on veut faire du sport. Et donc très tôt, j'ai cherché, alors, je ne suis pas tout jeune non plus, très tôt, j'ai cherché à essayer d'utiliser des technologies un petit peu différentes. Et j'ai pratiqué de la sophrologie, un petit peu de méditation, je connaissais un peu le yoga, un petit peu d'hypnose. Toutes ces technologies en 95. Hein. Je vous rappelle, en 95, l'ostéopathie n'était pas remboursée par la sécurité sociale. Hein. Il ne fallait pas aller les voir, c'était pas bien. Moi, ça m'a quand même sauvé des matchs. Et donc, j'ai utilisé ces technologies pour essayer d'améliorer ma performance, soit pour la gestion du stress, soit simplement pour ma performance sportive. Et à l'époque, je trouvais que ça marchait bien. Mais là où j'avais un conflit, c'est que ce que je percevais, et les chercheurs me comprendront très bien, n'est pas forcément une réalité. C'est pas parce que je vois et que je ressens que j'ai raison, ni même que ce que je ressens est la vérité. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était avoir une preuve scientifique que ces outils étaient efficaces sur le corps humain, au-delà de ma perception. Finalement, pourquoi dans la tête d'un chercheur? Quel est le mécanisme qui peut m'expliquer pourquoi ces technologies, qui ont plus de 2000 ans pour certaines, pourquoi elles ont un effet sur le corps, et surtout, si elles ont un effet, quels sont les mécanismes d'action qui peuvent expliquer comment ces études vont montrer en fait que ça fonctionne et quels sont les moyens d'action.
Et donc l'apparition de l'électroencéphalogramme, surtout de l'IRM fonctionnelle, machine fantastique qui permet de voir le cerveau en fonctionnement pendant une étude scientifique, de mesurer donc à travers des flux sanguins ou l'apparition de neurotransmetteurs les communications intracellulaires entre les différentes zones cérébrales, eh bien, on a réussi à montrer qu'effectivement, il y avait une activité réelle, il y avait des modifications réelles. Alors aujourd'hui, en termes très larges, on parle de plasticité neurale, ça veut dire que le cerveau que vous avez quand vous aviez 20 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui, et il ne s'est pas que dégradé, il continue d'apprendre. Il continue d'apprendre tout au long de la vie. La question, c'est juste, est-ce qu'on stimule suffisamment? Et donc, on a l'habitude de dire que le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. Aujourd'hui, on a suffisamment de preuves avancées pour savoir que, comme on a parlé tout au long de la journée, ces technologies sont efficaces. Alors moi, à partir de ça, je me suis dit, si la science arrive à montrer que c'est réel, quels sont en fait les éléments qui vont me permettre de construire une démarche scientifique en prenant pour base les réalités du mode de fonctionnement, en oubliant toutes les technologies dont on vient de parler, même si j'en suis très friand et je vous conseille quand même d'en utiliser parce que c'est vraiment un outil intéressant. Mais moi, ce que je voulais, c'était un outil simple, rapide, efficace, universel. Et pour ça, il fallait s'affranchir de l'outil et de la culture. Et il fallait changer le mode de vision, il ne fallait pas s'intéresser à la technologie en tant que telle, il fallait s'intéresser à l'humain, c'est-à-dire à nous. Pourquoi ces technologies fonctionnent? Parce qu'on a tous les mêmes récepteurs et on a tous le même mode de fonctionnement. Et ça a été la base du raisonnement, c'était de dire finalement, qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces technologies? Parce que leur mode de fonctionnement et leur impact sur l'homme, mais c'est ça qui va m'intéresser. Donc on a essayé de regarder à travers la littérature tout ce qui avait été trouvé comme éléments rationnels, mesurables, quantifiables. Et on a isolé deux éléments. Le premier élément, c'est le contrôle de la perception de l'espace. D'où l'oreille interne. La perception de l'espace, c'est ce qui permet à l'homme de se repérer dans l'environnement. Rappelez-vous les canaux semi-circulaires, le fameux GPS dans notre cerveau. Et puis, également, on a parlé un petit peu, la mesure du temps. Alors, la mesure du temps, c'est très marquant parce qu'en fait, on connaît tous ça. On a deux ordres de mesure pour quantifier le temps. Dont on est content. Au-delà de la philosophie dont on a parlé ce matin, il y a deux éléments physiologiques. Le premier, c'est l'élément hormonal. On a des cycles hormonaux quotidiens, menstruels, pas tous, mais au moins la moitié de la population sur Terre. Et puis, des cycles saisonniers. Alors les cycles saisonniers, les animaux, on les connaît, les processus d'hibernation. Et puis, chez l'homme aussi, on en connaît des très marquants, comme le processus de dépression hivernale, qui est lié à une baisse de la sécrétion des hormones. On sait très bien soigner ça aujourd'hui par un afflux lumineux de lumière blanche, mais on montre comme ça qu'il y a bien une synchronisation du corps face à son environnement. Et ça, c'est l'effet à long terme. Les hormones sont là pour réguler la vision et le contrôle de l'intégrité humaine à long terme. À court terme, c'est plutôt le système nerveux. Et le système nerveux, c'est un mécanisme d'action ultra rapide. Et donc, avec ces deux mécanismes d'action, on peut se repérer dans le temps. Et donc, moi, si on se replace sur l'oreille interne, rappelez-vous, on a des canaux semi-circulaires qui vont donner la spatialisation, la position dans l'espace, et puis une cochlée qui va nous donner des informations sur l'audition. Eh bien, je vais mixer ces informations pour utiliser, grâce à notre stratégie, une technologie qui va permettre de contrôler la perception spatio-temporelle qu'il y a dans votre cerveau. On ne va pas faire de la magie, on va juste utiliser des données de neurosciences qui vont nous permettre de constituer une acoustique, un son, une musique, dont on va maîtriser à la fois les effets sur la perception du temps et sur la perception de l'espace que va vous donner votre oreille interne à travers un système auditif. Et donc, on a développé une technologie qui est complètement autonome, puisqu'elle fonctionne toute seule, elle est basée sur des principes binauralité. Donc, on va séparer l'audition que vous allez entendre de l'oreille droite et de l'oreille gauche. On est sur un système stéréophonique qu'on va dupliquer comme un système fractal, c'est-à-dire répéter à l'infini. Et cette boucle, on va la diluer dans le temps, soit sur des processus d'accélération, soit sur des processus de ralentissement, de manière à ce qu'on donne en référence au cerveau une boucle temporelle. Et nous, on va artificiellement modifier cette boucle temporelle pour altérer la perception de l'espace et du temps. Donc la spatialisation, c'est dû à l'effet stéréophonique. On perçoit à droite et de gauche et on peut sentir des mouvements, un petit peu comme l'effet Doppler.
et puis on va boucler dessus des effets temporels. Donc on va être capable de modifier à la marge, on ne prend pas le contrôle du cerveau, mais on va pouvoir, grâce à cette technologie, induire un mini-contrôle de la perception de l'espace et du temps. Et donc, cette technologie, on a voulu l'éprouver scientifiquement. Alors les premières recherches qui ont été faites au laboratoire en interne chez nous, et on a pu mettre en évidence deux modes d'action. Le premier, c'est tout ce qui touche à l'effet physiologique. Donc les physiologies, comme c'était mon domaine, c'est les études qu'on a menées au sein du laboratoire, on a mesuré l'activité cardiaque. L'activité cardiaque, vous savez tous que le cœur bat à 60 battements minute, ce qui fait à peu près un battement seconde. Mais ça, c'est une moyenne. En réalité, chaque battement fluctue, de chaque battement à chaque battement, ce qu'on appelle la mesure RR, l'intervalle RR, battement par battement. Cette mesure battement par battement, elle est relative et dépendante de votre système nerveux. Vous ne contrôlez pas votre cœur, vous ne pensez pas le faire battre, il bat tout seul, spontanément, mais régulé par votre système nerveux. Donc en mesurant le battement cardiaque, on est capable de mesurer donc l'activité nerveuse, et on mesure deux niveaux d'activité nerveuse. En fait, votre cœur se pilote complètement différemment de votre voiture, avec un accélérateur et un frein. Vous allez me dire, oui, mais c'est comme ma voiture. Non, parce que sur votre voiture, vous ne faites que accélérer ou que freiner. Vous ne faites pas les deux en même temps. Ce serait dangereux. Votre cœur, par contre, il fait les deux en même temps. Il a les deux systèmes nerveux, un accélérateur et un freinateur qui fonctionnent en même temps. Et donc pour battre à 60, soit il bat à 60 en accélérant à 60, et puis le frein est à 0, et ça malheureusement ça n'existe pas, soit il va battre à 200, et il va freiner à 140. Et vous allez percevoir 60 de battements. Mais en termes de dépenses énergétiques et d'activation nerveuse, ce n'est pas du tout la même chose. Et nous, on est parti là-dessus, sur cette mesure de l'activité nerveuse, et on a montré qu'on avait, au niveau d'un effet parasympathique, donc l'effet freinateur, celui qui permet de calmer les effets nerveux, on a une augmentation de l'effet calmant de 29% sur les sujets. C'est une étude qui a été menée sur une 60aine de personnes sur plusieurs mois, et on a mesuré cette activité-là au bout de 20 minutes d'une seule séance. C'est-à-dire qu'on obtient ces effets relaxants en une seule séance. Le deuxième effet, alors ça c'est ce qu'on avait fait comme hypothèse et qu'on a vérifié spontanément, on était très contents, on fait une hypothèse, on trouve le bon résultat, en science on est très content. Et puis comme en science on fait toujours des découvertes qui sont inattendues, et les plus intéressantes sont toujours faites parfois par des phénomènes comme ça, on avait mesuré évidemment le deuxième système, le système accélérateur, et puis en fait on s'est aperçu qu'il y avait également une baisse de moins 18% du système accélérateur, du système orthosympathique, c'est-à-dire le système d'alerte, celui qui vous excite et celui qui fait battre le cœur très très vite. On ne s'attendait pas du tout à ce résultat-là, et puis après évidemment en réfléchissant 2 secondes on s'est dit mais oui c'est normal, parce que ce qu'on mesure en fait c'est pas un accélérateur et un frein, c'est une balance nerveuse, cette balance nerveuse c'est la balance orthopara, et quand on fait le bilan de ces deux activités, en fait on a une baisse globale de l'activité nerveuse de 40%. Donc notre technologie permet effectivement d'avoir une action spécifique sur le système nerveux. Un effet calmant et un effet relaxant. On a fait une étude complémentaire pour s'intéresser aux effets neuropsychologiques, c'est-à-dire à l'état émotionnel des gens qui rentraient avec cette régulation nerveuse grâce à la technologie. En fait, on a utilisé un questionnaire, alors c'est un petit questionnaire qui est validé par la CSM, c'est le collège américain des sports sciences. Et c'est un questionnaire basé sur 5 items qui va mesurer le niveau de colère, le niveau d'anxiété, de dépression, à travers un questionnaire d'auto-évaluation. Un petit peu comme on avait vu tout à l'heure sous la douleur, vous allez donner votre perception à chaque question qui va vous être posée, de votre interprétation, de votre niveau de fatigue, de votre niveau de vigilance, de votre qualité de sommeil, etc. Et on va pouvoir après codifier en fait chacune de ces réponses dans une de ces 5 catégories. Et quand on fait le bilan, on s'est aperçu qu'on arrivait à avoir des effets extrêmement importants sur l'état émotionnel qui permettaient de descendre de 53% les symptômes de colère, de 41% les symptômes dépressifs, de plus de 37% les symptômes d'anxiété, et puis la fatigue et les états de confusion qui diminuent également. Donc on pouvait associer avec cette baisse de la régulation nerveuse, quelque chose de complètement spontané lié simplement à notre dispositif d'écoute, on pouvait associer à la fois des modifications nerveuses et également des modifications des états émotionnels avec une diminution très forte des états négatifs de stress. Alors comme on est un petit peu tordu en recherche et en science, ce qu'on fait ça nous rassure toujours, mais quand c'est corroboré par d'autres études extérieures, on est toujours plus rassuré et puis ça cautionne d'autant plus les résultats qu'on obtient.
Et donc, quand on a eu l'occasion de travailler avec l'IPNC et Alice, l'IPNC, je ne sais pas, je ne me suis pas trompé, et Alice, on a tout de suite accepté parce que pour nous, c'était l'occasion de trouver, d'une part, de nouvelles sources d'inspiration dans les résultats qu'on avait trouvés, à savoir valider par un organisme extérieur ce qu'on avait déjà nous trouvé en interne et qu'on n'avait pas encore publié, et puis surtout la possibilité d'utiliser de nouveaux outils pour ouvrir de nouveaux champs de recherche avec de nouvelles applications potentielles. Alors je vais vous présenter quelques résultats qui ont été menés au sein du laboratoire sous la direction d'Alice, en s'intéressant évidemment aux deux composantes, à la fois la composante psychologique et la composante physiologique également. Alors dans la première étude qui a été menée, on a mesuré le rythme respiratoire. Le rythme respiratoire est montré comme étant relié au système nerveux. Donc en baissant le système nerveux, on s'attendait à avoir des modifications du rythme respiratoire. Et effectivement, on mesure une baisse du rythme respiratoire. Alors c'est quasiment significatif pour ceux qui font des statistiques, désolé pour les autres, mais en science on est obligé d'en faire pour vérifier que ce qu'on présente est bien justifié et réel. Alors on n'est pas tout à fait statistique, mais on a un niveau de puissance relativement élevé qui permet de penser que si on augmentait la masse des sujets testés, on pourrait certainement trouver quelque chose de plus statistique, donc de plus réel en termes de mathématiques. Après, la statistique, c'est un élément mathématique qui permet juste de dire si oui ou non on accepte le résultat ou si on considère que c'est juste une tendance. Dans ce résultat-là, on peut considérer que c'est une tendance, mais la puissance du phénomène fait penser qu'on aura certainement d'autres résultats beaucoup plus significatifs. En tout cas, on met en relation donc la fréquence respiratoire comme un élément qu'on peut utiliser également dans les technologies de sophrologie, comme guide de la respiration pour activer le système nerveux vers un effet calmant. Et on a également travaillé sur le système. Alors, je me suis trompé, ça c'est le système respiratoire. Qu'est-ce que j'avais juste avant ? C'était le système cardiaque, oui. Donc en fait, le système cardiaque et le système respiratoire sont tous les deux modulés par le nerf vague, le système cardiaque, et tous les deux sont modulés par le système orthoparasympathique, donc le système nerveux qu'on arrivait à réguler. Donc en fait, on ne s'intéresse plus maintenant aux moyens d'action, mais aux conséquences biologiques, physiologiques. Et on a montré qu'on réduisait à la fois la fréquence cardiaque et à la fois la fréquence respiratoire. Alors sur la fréquence cardiaque, ce n'est pas tout à fait aussi flagrant, mais ce qu'on a montré surtout, c'est qu'on avait une baisse de la tension artérielle. Donc c'est bien un des mécanismes qui est lié à la régulation nerveuse, à l'activité cardiaque, avec un tout petit bémol, c'est que pour tous ceux qui font de l'hypertension, vous savez qu'on prend des bêta-bloquants, c'est un médicament. Aujourd'hui, on peut très bien imaginer qu'on a une stratégie de lutte contre l'hypertension, non pas à travers des médicaments, mais avec un complément, un système qui va permettre non pas de bloquer l'effet, non pas de faire un effet relaxant comme le parasympathique pourrait le faire, parce qu'il n'y a pas d'effet parasympathique sur les vaisseaux sanguins, on n'a qu'un effet excitateur, c'est bien une des problématiques de l'hypertension, et là, on pourrait utiliser l'effet anti-stress du Neuralop pour limiter l'effet de l'hypertension artérielle. Alors ça, c'est les résultats sur la respiration que j'ai commenté avant sur l'autre document. On est toujours très très proche des éléments significatifs qui nous permettent d'affirmer les résultats comme étant justifiés scientifiquement et validés par leur puissance statistique. Mais ce qu'on mesure, c'est une baisse de la fréquence respiratoire qui est associée, elle, à la fréquence cardiaque qui est baissée, par exemple, toujours par la régulation du système nerveux. En fait, ce sont deux organes respiratoires, système pulmonaire et système cardiaque, qui sont régulés tous les deux par le système nerveux. Alors ça, c'est certainement pour moi l'étude la plus intéressante et la plus prometteuse. C'est un outil qu'on n'avait pas, c'est l'analyse de l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire des ondes cérébrales. Et on va retrouver dans les utilisateurs du Neuralop trois catégories. Une première catégorie qui va développer des ondes alpha. Donc les ondes alpha sont des ondes qui sont des ondes cérébrales ralenties par un mode d'éveil et qu'on associe très souvent au mode de méditation, au mode de relaxation. C'est ce que l'on produit dans les premiers états de l'endormissement pour aller se reposer. Et si on va un peu plus loin, on a des ondes delta et theta qui sont, elles, des ondes spécifiques du sommeil. Ça veut dire qu'on est capable de pousser la relaxation suffisamment loin pour arriver jusqu'à préparer les gens pour initier le début du sommeil. On ne va pas faire de la magie, on ne va pas dire qu'on endort les gens, ça c'est impossible. Par contre, on peut proposer des stratégies qui vont préparer et faciliter l'endormissement. Et le dernier état qui m'intéresse, c'est les ondes gamma. Et les ondes gamma, ce sont des ondes qui sont un petit peu plus actives que les ondes d'éveil. En fait, ce sont des ondes attentionnelles. Ce sont des ondes qui permettent de se concentrer et de faciliter l'apprentissage lorsque vous êtes en cours ou lorsque vous êtes passionné par un élément et que vous voulez retenir des éléments marquants. Ce sont des ondes que votre cerveau va produire pour engrammer, c'est-à-dire pour fixer la mémoire dans le temps.
Alors par la suite, on a également réalisé une étude qui va s'intéresser cette fois à la verbalisation et au ressenti des gens. Donc dans ce ressenti, on retrouve également, alors le groupe Neuralab c'est le groupe 2, on retrouve également une autodéclaration d'une relaxation nerveuse qui est extrêmement marquée, qui n'est pas surprenante pour nous puisqu'on l'avait déjà montré à travers d'autres outils. C'est d'autres outils autodéclaratifs, c'est deux technologies qui sont très similaires, mais qui ne posent pas les mêmes questions, mais qui aboutissent finalement au même résultat. Donc c'est très encourageant, ça montre qu'on a forcément quelque chose d'intérêt ici, puisqu'on obtient 2 fois le même résultat à travers 2 outils différents. Quand on demande de verbaliser, alors c'est le mot relaxation qui arrive évidemment en premier, et puis le mot également englobant. Alors englobant parce que nous on fait une technologie de rotation sonore, et que finalement toute cette technologie, elle consiste à induire un son différencié entre l'oreille droite et l'oreille gauche, et à proposer une sorte d'illusion acoustique à votre cerveau qui va, encore une fois, toujours interpréter un signal électrique. Et dans cette interprétation, en fait, il va se passer quelque chose d'assez bizarre, c'est que le son qui tourne va donner une sensation de rotation sonore. Ça, c'est votre oreille qui va le dire, c'est la technologie acoustique. Mais les canaux semi-circulaires qui vous donnent la position dans l'espace vous disent en fait, je suis complètement immobile. Et pour votre cerveau, être à la fois en mouvement et immobile, c'est pas possible. C'est strictement impossible. Et ça reviendrait à mettre votre doigt dans un verre et puis dire c'est chaud et froid en même temps. Votre cerveau ne sait pas faire ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il va faire une sorte de mini-bug. Alors, ce n'est pas un bug, rassurez-vous, mais ça va l'obliger à créer une tâche attentionnelle récurrente et à chercher à analyser en permanence ce qui va se passer. Et comme, rappelez-vous, on fait une petite dérive temporelle, en fait, il est incapable d'analyser ce phénomène-là. Et on va jouer sur ce processus assez courant que vous maîtrisez tous parce que tout le monde fait des rêves. C'est qu'on va créer une illusion acoustique qui ressemble un peu à une illusion sonore. Et pendant cette phase-là, pendant cette phase d'illusion, le cerveau a une stratégie très simple, c'est une mise en protection où il va couper toutes les analyses corticales, c'est-à-dire le cerveau supérieur, celui qui vous fait réfléchir. Il va tout couper comme interférence avec ce qu'on appelle le sous-cortical, c'est-à-dire le cerveau reptilien, le système nerveux autonome, celui qui va réguler l'ensemble de vos systèmes nerveux qui contrôlent les grandes fonctions respiratoires, digestives, d'équilibre, etc. Donc on joue finalement sur ce qu'on appelle un conflit sensoriel que vous connaissez très très bien, que vous avez connu quand on était enfant, qui est le mal des transports par exemple, ce conflit entre la vision et la perception du mouvement. Et bien on va reproduire cette illusion à travers l'audition et la perception de l'espace grâce à cette technologie. Et on peut, à travers les ondes cérébrales, soit rappeler qu'on a la création d'ondes de relaxation, mais aussi, rappelez-vous, les ondes gamma, celles qui vont stimuler l'apprentissage. Et alors là, il y a une analyse qui a été faite sur un test de reconnaissance visuelle et puis de rapidité de réponse qui permet de mettre en évidence qu'on améliore la tâche réflexe, à la fois sur la tâche, c'est une tâche ascensionnelle et décisionnelle. Vous allez cliquer sur un petit bouton dès que vous avez reconnu un mouvement ou dès qu'une image a disparu. Et donc, finalement, vous allez avoir à la fois le contrôle visuel, la tâche analytique de votre cerveau et la vitesse de votre réponse motrice. Alors ça devient très, très, très intéressant parce que vous comprenez bien que sur un sportif, bien là, on a quelque chose qui peut être très favorable à la performance sportive, la vitesse d'analyse d'une situation de jeu. Alors je parle pour un sportif parce que c'est mon passé, mais également pour n'importe quelle personne qui doit prendre des décisions rapidement avec clairvoyance, ça peut être un élément extrêmement intéressant. Tout ça pour vous dire que toutes ces technologies sont utiles, elles sont efficaces sur le corps humain. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la technologie en tant que telle, même si je développe une technologie, moi, ce qui m'intéresse, c'est le corps humain. Donc toutes ces réponses, pour moi, ces réponses biologiques, physiologiques ou neuropsychologiques, sont extrêmement importantes parce qu'elles montrent comment un système, un dispositif agit sur le corps et quels bénéfices, nous, on peut en tirer et on peut quantifier ces bénéfices. Alors les dernières technologies qui ont été testées sont des technologies d'imagerie faciale. On va analyser vos grimaces pour savoir si vous êtes heureux, malheureux, triste. Il y a d'autres technologies qui existent, c'est la dilatation de la pupille. On en a parlé aussi un petit peu, c'est l'électrodermal activité, en fait c'est la transpiration. Et ça, vous le connaissez depuis très longtemps. Alors vous ne l'avez jamais fait, en tout cas, j'espère pas que quelqu'un a fait ça ici, parce que ça s'appelle un détecteur de mensonges. Ce sont des technologies qu'on utilise dans le détecteur de mensonges. Et on se sert de cette technologie-là pour vérifier en fait l'état émotionnel des personnes. Et là encore, bien, on arrive à montrer grâce à l'analyse faciale, on ne donne pas grand-chose. Par contre, l'analyse spectrale de la voix, du son de la voix, de la fréquence de la voix, montre qu'effectivement, on reproduit un effet déstressant, un effet calmant, avec une modification du spectre vocal qui montre un effet calmant de la technologie Neuralab. Donc on est très, très content de ces recherches
qui permettent de défricher un petit peu le champ des connaissances. Pour nous, ça ouvre de nouvelles perspectives d'application, parce que finalement, une technologie, c'est très bien, mais à quoi elle sert et comment on s'en sert? Donc, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, on pense à différentes applications. Nous, pour l'instant, on a ciblé évidemment la gestion du stress, la lutte contre le stress, c'est le premier élément. On a proposé également une préparation au sommeil. On ne s'intéresse pas encore à l'antidouleur, même si on imagine qu'on a forcément des applications, mais vous avez vu précédemment qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous. Nous, on va plutôt rester sur cette approche neurophysiologique, donc à la fois chez le sportif, chez le tout public. Donc aujourd'hui, on travaille avec de nombreux sportifs et qu'on remercie également pour leur intérêt pour ce dispositif, qu'ils utilisent depuis très longtemps, pour certains depuis plus de 3-4 ans maintenant, depuis la création de la société, et puis pour d'autres depuis tout récemment, grâce à l'application qui est disponible sur tous les stores. Alors je voulais remercier particulièrement Michael Garnier, que je suis aussi en pratique sportive depuis quelques années, qui est champion du monde de Jiu-Jitsu, les membres de l'équipe de France de triathlon avec Vincent Louis, c'est le champion olympique, un membre de l'équipe de France qui n'est pas en ce moment au championnat d'Europe mais qui est un petit peu plus vieux, et puis alors, la petite passeuse de l'équipe de France qui forcément venant du volleyball, pour qui j'ai une attention toute particulière. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je remercie encore Alice de m'avoir invité aujourd'hui pour présenter nos résultats. Merci beaucoup.